En entrée de jeu, j'aimerais d'abord vous dire que je prends une posture un peu particulière pour vous adresser la parole, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'Europe. Donc, comme vous avez dit, Madame la Présidente, j'ai eu un parcours plutôt éclectique dans ma vie professionnelle et je me suis frotté, entre guillemets, aux enjeux de l'Europe quand j'étais diplomate dans le monde multilatéral onusien. Et depuis quelques mois où je suis en poste ici à Bruxelles, responsable des relations entre le Québec et les institutions européennes, en passant, bien entendu, par l'intermédiaire de la diplomatie canadienne. L'autre chose, c'est qu'un diplomate ne devrait pas donner son interprétation en public. Vous savez qu'on fonctionne sur instruction et que d'habitude, c'est le siège qui écrit nos discours. Donc, je prends sur moi de vous adresser la parole aujourd'hui et de vous livrer mon interprétation personnelle du sujet et pas la position officielle de mon gouvernement ou encore une position institutionnelle, même si on nous rappelle toujours que vous êtes, dans mon cas, le délégué général du Québec à Bruxelles tout le temps. Je me mets aussi dans une posture parce que depuis que je suis la scène politique en Europe, je m'aperçois qu'il y a deux clans assez polarisés, les euro-optimistes et les euro-pessimistes. Bien entendu, avec une certaine frange d'euro-sceptiques. Je vous le dis tout de suite, moi, j'ai toujours été du côté des euro-optimistes, un peu comme la conférencière qui m'a précédé et plusieurs autres également qui ont été sur cette scène depuis 3 jours. 4 choses que je voulais aborder avec vous. L'angle, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, quand on est un Québécois, un Canadien, un Nord-Américain, on a un prisme pour lire la réalité et pour interpréter la réalité. Et je veux juste vous donner quelques caractéristiques du prisme que j'ai quand je regarde l'Europe. Deuxièmement, quelques mots sur les forces que nous croyons pour l'Europe, pour l'avenir, les défis que certains appellent les menaces, et puis, à titre de conclusion, le destin. J'aimerais également vous dire que pour m'aider à préparer cette présentation et pour renforcer mes idées sur l'avenir de l'Europe, je me suis livré à un exercice par visioconférence. J'ai réuni à quelques occasions des titulaires de chaires, dont principalement des représentants de chaires Jean Monnet au Québec, et on a eu de longues discussions à 6000 km de distance, mais en temps réel sur l'avenir de l'Europe. Donc, c'est un peu aussi ce matériel que je vais vous livrer. L'angle d'approche de quelqu'un comme moi pour parler de l'Europe, c'est, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, quelqu'un qui vient d'une fédération, donc d'un pays qui fonctionne comme étant une fédération avec des pouvoirs régaliens dans un État central assez fort en matière de politique étrangère, en matière de défense, entre autres, en matière de sécurité, mais également une constellation de pouvoirs délégués, comme pour ce qui est du Québec en matière d'éducation à 100%, en matière de culture dans la grande majorité, et des pouvoirs délégués, mais aussi des pouvoirs mixtes, comme ceux reliés au développement économique comme tel. L'autre élément qui nous façonne, c'est le pouvoir parallèle dans un pays comme le Canada. Il y a une dizaine d'années, l'ancien premier ministre du Québec, M. Jean Charest, a fondé ce que l'on appelle le Conseil de la Fédération, qui est le regroupement des 10 premiers ministres des 10 provinces canadiennes, qui, en parallèle du fonctionnement du Canada, se réunissent sur une base régulière pour échanger et se donner des positions communes face au gouvernement central. Le Canada, c'est aussi une dynamique à 2 joueurs et à 2 nations. Entre autres, 2 joueurs, le Québec et l'Ontario, qui font plus que à peu près 65% du poids de la démographie canadienne et également de l'économie canadienne, et 2 nations, le Canada francophone et le Canada anglophone.
Je vais vous épargner la longue histoire des débats constitutionnels au Canada et de la relation entre le Québec et le reste du Canada. Mais l'ancien premier ministre sortant, M. Stephen Harper, il y a 8 ans, en Chambre, a décidé de passer une résolution avec un gouvernement majoritaire où il reconnaissait un certain fédéralisme asymétrique et la reconnaissance du Québec comme étant une nation à l'intérieur du Canada. Une dynamique d'identité nationale. On en a parlé plus tôt ce matin. On peut être autre chose qu'une seule chose. On peut être un citoyen qui n'est pas un citoyen monolithique, mais un citoyen qui peut faire cohabiter plusieurs identités. Donc, c'est le cas sur notre territoire. On est citoyen québécois avec une identité nationale forte. On est aussi citoyen canadien avec une identité canadienne. Et on est aussi nord-américain avec une identité nord-américaine forte, dans un contexte où est-ce que le Québec, 70% de son économie est une économie d'exportation vers les États-Unis, donc très dépendante en termes d'interrelations, et où est-ce que vous avez des centaines, si ce n'est pas de milliers de chaînes de télévision sous toutes ces formes qui nous proviennent des États-Unis et qui entrent dans nos salons 24 heures par jour, en plus de cette proximité des frontières, où est-ce que, exemple au Québec, les grandes villes le long de la voie maritime du Saint-Laurent sont à peine à 2 heures de voiture de la frontière américaine. Donc, malgré notre schizophrénie, on réussit quand même à se trouver des identités pluralistes sur notre territoire. Et finalement, on fonctionne aussi avec une logique régionale d'intégration continentale, dans une logique régionale d'État fédéré que l'on appelle chez nous État infranational. Et à titre d'exemple, je citerai la conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada, qui regroupe 6 États de Nouvelle-Angleterre et 4 provinces de l'Est du Canada, et qui travaille sur des enjeux clés comme le développement économique et beaucoup, ces temps-ci, sur la question du développement durable et de la lutte au changement climatique. Nous avons également la Commission des Grands Lacs qui regroupe 8 États américains et 2 provinces canadiennes, l'Ontario et le Québec, tous autour des Grands Lacs et de la voie maritime du Saint-Laurent, pour réguler tous les enjeux de bassin versant, de développement durable, de développement économique autour de ce qu'on appelle le Blue Growth ou le Blue Economy. Un autre exemple, c'est celui du marché du carbone. Où est-ce que le Québec a développé son marché du carbone en prenant assise et appui sur les grandeurs et les misères du marché du carbone de l'Europe. Et on a réussi à lier, il y a 2 ans, le marché du carbone au Québec avec celui de la Californie, à l'autre bout complètement du continent, et auquel vient de se joindre récemment l'Ontario, et avec des démonstrations d'intérêt très fortes de l'État de l'Oregon et de l'État de Washington. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, le premier ministre du Québec, M. Couillard, était à Mexico, où il a rencontré M. Peña Nieto, et ils ont convenu d'explorer très rapidement la possibilité pour que le Mexique se joigne au marché du carbone dans l'axe Californie-Québec. Donc, on a des mécanismes d'intégration ad hoc sur des enjeux clés, porteurs, entre autres, de progrès pour le monde. Maintenant, quelles sont les forces qui nous projettent dans l'avenir? Et moi, comme Nord-Américain, qu'est-ce qui m'impressionne de cette Europe? La première des choses que je vous mentionnerai, c'est le fait qu'on est tout de même impressionné que l'Europe, c'est la seule région sur la planète avec un tel niveau d'intégration. 28 pays intégrés en dépit de forces incroyables qui concourent à son implosion. Donc, en dépit de parcours historiques hétérogènes, en dépit de cicatrices laissées par les guerres et les génocides,
En dépit de l'hétérogénéité et de la complexité des dynamiques politiques internes en Europe, je pense entre autres au Royaume-Uni, à ses constellations, à l'Espagne et à ses régions, à la Belgique, à ses communautés et à ses régions, à l'Allemagne, à ses Landers, mais surtout à ces deux Allemagnes réunies, et on pourrait en citer encore toute une liste. En dépit également du choc des blocs de la guerre froide, qui n'est pas tellement loin derrière nous, et du chute du mur. Et une autre chose qui nous impressionne, nous qui avons beaucoup de difficultés dans mon pays à fonctionner en deux langues, c'est la diversité culturelle et linguistique de l'Europe. Je ne sais pas, madame, si c'est une bonne ou une mauvaise chose avoir 24 langues pour travailler, mais moi, dans mon pays, on considère qu'une langue, ce n'est pas juste un mécanisme de communication, c'est une vitrine et une fenêtre pour appréhender le monde et pour interpréter le monde. Et c'est sûr que nous, qui sommes 8 millions de parlants francophones sur un territoire de 300 millions de parlants anglophones, avec une Amérique qui a décidé malgré une hispanophonie en montée, malgré une forte communauté des Caraïbes, etc., n'a qu'une seule langue. Nous, ce qu'on dit, c'est on ne pense pas que ce serait servir la planète que de dialoguer, réguler l'ensemble du monde dans une seule langue avec une fenêtre pour appréhender l'humanité. Mais c'est tout un enjeu que de fonctionner en 24 langues. L'Europe a développé un modèle social unique, peut-être pas tout à fait standardisé, mais duquel s'est inspiré beaucoup mon pays et le Québec. Et entre autres, on est allé chercher des programmes sociaux et des pans entiers de modèles sociaux dans les pays scandinaves. En France, on lorgne le modèle dual du marché du travail allemand. Bref, l'Europe est aussi un modèle d'intégration sociale. Autre force qui nous projette dans l'avenir en Europe, on l'a dit sans le répéter, la question du socle de valeurs communes. Donc, la démocratie, les droits de l'homme, la société de droit, la reconnaissance du pluralisme, la solidarité et la culture du compromis, pas toujours facile, et la mobilité avec, bien entendu, Schengen. Autre force qui nous projette dans l'avenir pour reconnaître l'Europe, c'est sa gouvernance. Sa gouvernance qui est à la fois sa grandeur, mais aussi ses misères. Donc, l'Europe est tout de même capable, on peut la critiquer, mais de développer une certaine vision politique des 28. C'est un grand défi que d'essayer de coiffer la vision politique de 28 États. L'Europe est également caractérisée par des institutions politiques qui font la régulation sur le plan politique, sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan judiciaire. Donc, c'est toute une architecture de mécanismes qui concourent à l'intégration, avec ce qu'elle a de bon ou ce qu'elle a de mauvais, mais il n'y a aucun autre exemple sur la Terre qui existe d'architecture, de mécanismes de régulation décisionnelle, de standardisation et de politique comme celle de l'Europe. L'Europe a également cette capacité de dialogue continental pour affronter des défis. Bien entendu, avec beaucoup de difficultés, comme on l'a vu dans la crise des migrants, mais avec panache, malgré tout, pour se présenter à la COP 21 à Paris, avec des ordres de marche des 28 ensemble sur les cibles de lutte au changement climatique, les cibles de mixité énergétique aussi. Une autre force de l'Europe, le terme est mal choisi, mais c'est, entre guillemets, la stabilité économique.
Stabilité, vous me direz, ben c'est stable parce que l'Europe décroît sur le plan économique à chaque année, donc c'est très stable. Effectivement, vous auriez raison. Mais si on prend les statistiques des 10 dernières années, 2004-2014, en termes de taux de croissance annuel du PIB d'un ensemble de pays sur la planète, il n'en demeure pas moins qu'on est capable de sortir deux groupes. Un groupe de stabilité et un groupe en montagne russe. Et on y reviendra tout à l'heure, l'Europe a malgré tout une certaine stabilité dans sa croissance économique, même si elle est relativement anémique. Donc l'Europe a un marché de plus en plus unique et de plus en plus avec des standards communs. L'Europe est une économie mature avec une maturité de son système de recherche et d'innovation. Et qu'on le veuille ou non, moi qui ai été 25 ans dans le monde scientifique et qui a parcouru des universités un peu partout dans le monde, il en demeure pas moins que j'ai toujours envié la force des Allemands, la force des Néerlandais, la force des Britanniques, la force des Français en termes de production de connaissances, de partage de connaissances. Quand on regarde l'économie des blocs, on s'aperçoit que l'Europe, comme d'autres blocs, font maintenant partie d'un nouveau paradigme de l'économie mondiale, les blocs économiques. L'Union européenne, avec 506 millions d'habitants, quand on regarde les 10 dernières années, est passée de 31,5% à 24% en termes de poids dans l'économie mondiale. Donc, c'est en ce sens-là que je vous dirais c'est stable d'année à année depuis les 10 dernières années. Quand je compare le bloc Union européenne avec le bloc ALENA, auquel on appartient, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Mexique, si on exclut le Canada et le Mexique qui ont gardé un poids par rapport à l'économie mondiale relativement stable au cours des 10 dernières années, mais les Américains ont également chuté en termes de poids économique dans le monde pour 319 millions d'habitants, de 28,3% à 22,5%. Donc, dans les deux cas, autour de 7% de dégradation, entre guillemets, de leur poids respectif dans l'économie mondiale. Quand on compare ça à d'autres blocs qui n'ont pas besoin de se mettre en bloc, comme la Chine, l'Inde, la Russie, par exemple, où on a vu ces pays doubler, tripler et quadrupler leur poids économique par rapport à l'économie mondiale au cours des 10 dernières années. Quand on regarde le récent partenariat transpacifique qui vient d'être négocié et qui est encore au Congrès à Washington, au Parlement chez nous, au Canada, et dans d'autres enceintes parlementaires, dans 10 autres pays du monde, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Chili, le Pérou, la Malaisie, le Brunei et autres. Et ça, c'est 806 millions d'habitants sur la Terre qui maintenant vont être dans un nouvel espace économique et qui, on dit en 2050, va représenter 50% du PIB mondial. L'autre bloc, c'est celui de l'Afrique subsaharienne. Donc, on nous l'a dit tout à l'heure, M. May, que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir sur le plan de la démographie quand on regarde l'horizon 2050. Plusieurs disent également que l'Afrique a eu des taux de croissance depuis les 10 dernières années qui ont toujours tourné autour de 4 à 5%, c'est-à-dire le double ou le triple de ce qu'on a connu en Europe, par exemple, ou en Amérique. L'an dernier, lors du sommet des chefs d'État à Dakar de la francophonie, l'ensemble des pays de la francophonie, des 70 pays de la francophonie, ont lancé une grande initiative qui est un chantier de développer une vraie francophonie économique, par exemple. Donc, c'est un continent qu'on n'est pas encore capable de décrire en termes d'avenir économique, mais qui est porteur pour le reste de la planète en termes de progrès économique. Et finalement, le Mercosur, donc ils sont nos voisins du Sud, 286 millions d'habitants,
avec le Brésil comme fer de lance, mais le Brésil, tout comme la Russie et l'Afrique du Sud, qui sont 3 pays du BRIC qui ont vécu depuis les 2 dernières années des grandeurs et des misères en termes de déflation, de décroissance économique ou de récession. L'autre force de l'Europe, c'est son implication sur le plan militaire. Donc, après les États-Unis, qui sont la première puissance d'Europe, qui dépensent 578 milliards de dollars en défense et en dépenses militaires en 2014, l'Europe agrégée a dépensé 391 milliards de dollars, donc 22,7% du total des dépenses militaires mondiales, ce qui en fait une force dans l'équilibre de la planète. Certains disent que c'est trop, d'autres disent qu'il faudrait peut-être appeler à une européanisation de l'OTAN, d'autres disent que peut-être que l'Europe, pour être une vraie force dans le monde, devrait se doter d'une armée supranationale, point d'interrogation. Maintenant, les défis. Quels sont les défis? Et là, c'est plus sous forme de questions que je vais interpeller les défis de l'Europe. Et au premier rang, c'est ce fragile équilibre entre un projet d'avenir, soit porté par l'eurocentrisme des élites, ou encore par l'adhésion citoyenne. La semaine dernière, j'étais à Mons pour un grand événement international pour célébrer les 10 ans de la Convention de l'UNESCO sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles et pour souligner la lutte que l'Europe a menée sur l'exception culturelle. Et les gens faisaient la réflexion à Mons que si aujourd'hui on voit se désagréger les positions européennes dans les négociations d'accords bilatéraux, multilatéraux de commerce, si aujourd'hui on voit la montée des nationalismes, du populisme, des partis de droite, etc., c'est peut-être, comme un conférencier l'a dit ce matin au sujet de l'insécurité, parce que l'Europe n'est pas un projet qui suscite l'adhésion citoyenne comme elle devrait le susciter. Et peut-être que de vouloir trop forcer du côté de l'eurocentrisme des élites, ça nous éloigne des possibilités d'adhésion citoyenne à l'Europe. Deuxième question en termes de défis, est-ce que tous les pays d'Europe contribuent de façon équitable et équilibrée aux grands défis de l'Europe? Est-ce que, par exemple, tous les défis de l'Europe ont contribué équitablement à la crise grecque? Est-ce que tous les pays de l'Europe ont contribué équitablement à la crise des migrants et à l'empathie envers l'Italie qui était la porte d'entrée? Est-ce que tous les pays d'Europe ont contribué équitablement avec la France pour aller empêcher des catastrophes internationales sur certains territoires comme il y a quelques années en Côte d'Ivoire ou plus récemment au Mali, et par le fait même qui a plombé son contrôle des dépenses et ses investissements en termes de finances publiques par des dépenses non prévues sur le plan militaire. Question. Est-ce que l'Europe sera capable de survivre au métissage des sociétés? M. May a parlé tout à l'heure des grands défis de l'immigration. Je pense que tout le monde en a parlé pendant ce colloque. Au-delà du fait que c'est du 0,5%, je crois, M. May, avec le 1 million quelques 100 000 d'immigrants qui entrent en Europe à chaque année et qui fait en sorte qu'on a des capacités d'accueil. Et il y a déjà eu beaucoup pire dans l'histoire de l'Europe, je crois, à l'époque de Franco et autres. Mais est-ce que quand même, à l'heure actuelle, les 28 pays d'Europe ont ce qu'il faut en termes d'infrastructure, en termes d'intégration au système éducatif, au système socio-sanitaire, au système de santé, et également dans le mieux vivre ensemble avec tout ce qu'on peut expliquer et ce qu'on ne peut pas expliquer d'afflux des migrants, comme on va voir et comme on voit. Un autre défi de l'Europe, c'est la paralysie par les institutions.
Donc, vous avez parlé tout à l'heure, Madame, je pense, de 40 000 personnes qui travaillent à l'Europe, une fonction publique et une bureaucratie qui s'ajoutent par-dessus les 28 bureaucraties nationales. Est-ce que l'Europe sera capable, au cours des prochaines années, de développer une agilité dans sa gestion, dans sa bureaucratie et dans son fonctionnement, ou encore vivra la paralysie de ces institutions? Un autre défi important, c'est celui de se doter d'une politique étrangère commune sur des enjeux clés comme celle de la Russie, de l'Ukraine, la crise des migrants, etc. Un autre défi majeur, c'est celui relié à des corrections de certaines dysfonctions des mécanismes institutionnels. Je vais vous donner l'exemple, Madame la Présidente, pour reprendre ce que vous disiez sur... Encore 5 minutes? Oui, l'AECG, donc l'accord économique commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Ça a été une grande aventure. 5 ans de négociations. Le premier ministre du Québec à l'époque, M. Charest, a réussi à convaincre le premier ministre du Canada, M. Harper, de s'asseoir avec M. Barroso et de regarder comment le Canada, 35 millions d'habitants, pouvait s'asseoir avec l'Europe, 507 millions d'habitants, pour trouver un espace économique commun avec un flux d'activités qui pourrait servir les deux continents. Les 10 provinces canadiennes se sont assises à la même table de négociation, ont partagé de façon continue pendant 5 ans les positions du Canada, ont fait les positions du Canada pour l'Europe. On a attaché tous les secteurs d'activité économique, tous les lobbies sous toutes ces formes. Il y a des perdants, il y a des gagnants. L'important, c'est qu'il y ait plus de gagnants que de perdants. Il y a bien entendu eu des problématiques chez nous reliées aux producteurs laitiers et fromagers, au dragage sur la voie maritime du Saint-Laurent, cabotage, mais dans l'ensemble, tout le monde est derrière cet accord. Du côté européen, on négocie jusqu'au terme et on passe en mode peaufinage juridique et en mode traduction. Mais entre-temps, un troisième joueur se joint à la danse, les Américains, avec la négociation de l'accord du TTIP américain. Et on commence à remettre en question un certain nombre d'éléments sur lesquels le Canada avait négocié avec l'Europe, principalement ce que l'on appelle le recours investisseur-État. Mais résultat des courses, une montée aux barricades depuis plusieurs mois de plusieurs factions politiques et de membres de la société civile qui remettent en question effectivement la légitimité des mandats de négociation donnés à la Commission par le Parlement européen avec les Américains et qui vient, bien entendu, dans le tsunami, embarquer l'AECG, le CETA, c'est-à-dire l'accord avec le Canada. Bref, comme partenaire avec le mode de fonctionnement que l'on a, on ne comprend pas toujours le mode de fonctionnement européen. Après 5 ans de négociations, nous demeurons très optimistes par rapport à l'avenir de cet accord. Nous comprenons qu'il faudra plus de temps pour y arriver comme tel et que gérer une Europe à 28 avec des juridictions nationales différentes sur le plan économique en plus entre les régions, les Länders et les États nationaux, ce n'est pas une sinécure. Mais pour nous, ça nous confronte aussi avec des problèmes dysfonctionnels sur le plan des institutions. Un autre phénomène qui nous échappe un peu, c'est celui de la dépendance énergétique. À savoir, entre autres, que moi, je viens au Québec, 98 de notre énergie est une énergie renouvelable verte, basée sur l'hydroélectricité qu'on exporte à New York, à Boston et dans les États de la Nouvelle-Angleterre. Donc, on s'aperçoit que l'Europe est aux prises avec un enjeu de politique énergétique et de dépendance énergétique. La montée des extrémismes, j'en ai parlé tout à l'heure. La démographie, M. May en a parlé. Juste pour vous citer qu'en 1900, il y avait 8 citoyens de 15 à 64 ans pour un citoyen de 65 ans et plus en Europe. 100 ans plus tard, en 2000, il y avait 4 citoyens de 15 à 64 ans
pour un citoyen de 65 ans et plus. Et en 2050, on estime qu'il y aura 2 citoyens de 15 à 64 ans pour un citoyen de 65 ans et plus. Dans un contexte de croissance économique molle, dans un contexte d'explosion des obligations de financement des modèles sociaux reliés aux retraites et à la santé, c'est sûr que l'immigration devient une option qui n'est plus un choix, mais une obligation, entre guillemets, en Europe. Finalement, à titre de conclusion, quel destin pour l'Europe? Bien, je vous dirais, dans un premier temps, à mon humble avis, un certain nombre de vrais tests qui vont faire que les institutions vont passer au cassé dans un avenir pas si lointain. Mentionnons bien entendu la crise de l'Ukraine, de la Russie, Israël, l'Iran, la Syrie, le Brexit, la survie de l'euro, les suites du cas de la Grèce, la crise des migrants, etc. L'Europe de l'avenir, est-ce que ce sera encore une Europe dominée par un couple franco-allemand ou encore par un rééquilibrage des forces et des pouvoirs, entre autres vers davantage les pays de l'Est? Quelle sera l'histoire du rapprochement entre les Américains et l'Europe? Je dois vous avouer que, comme observateur de la scène, depuis que je suis arrivé ici, j'ai vu qu'en Europe, on prenait un malin plaisir à démoniser l'Amérique. Donc, les Netflix de ce monde, les Google, les multinationales américaines, les institutions américaines, on a une relation avec les Américains qui est une relation un peu d'amour-haine. On le voit avec la négociation de l'accord avec les États-Unis, avec le TTIP américain. Est-ce que, dans l'avenir, il y a un autre type de relation ou de dialogue qui va s'établir avec les Américains? Point d'interrogation. Est-ce que, dans l'avenir, on assistera à une militarisation de l'Europe? Point d'interrogation. Quelle place auront les jeunes dans le futur de l'équation? Donc, en 2050, la personne qui naît présentement aura 35 ans. Donc, la fleur de l'âge, la force de l'Europe. Les gens qui ont aujourd'hui 20 ans ou 30 ans auront 55 ou 65 ans. Elles auront fait l'Europe. Donc, ceux qui vont faire l'Europe, c'est ceux qui vont naître aujourd'hui et ceux qui ont commencé leur vie d'enfant aujourd'hui. Quelle place fait-on à la jeunesse pour construire à quoi va ressembler l'Europe en 2050? Point d'interrogation. Et finalement, l'Europe des 28, est-ce que c'est l'Europe des 28 de 2050? Est-ce que ce seront les mêmes 28? Est-ce qu'il y en aura 29 ou 30? Est-ce qu'il y en aura 40? C'est toute la question de l'approfondissement et de l'élargissement. Mais devrait-on peut-être considérer de mieux approfondir la régulation internationale avant de l'élargir? Je vous remercie beaucoup.